Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et il est 10h03. Je vous propose que l'on commence cette session du Vim User Group. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous demander, donc c'est une session qui est enregistrée, donc vous pourrez la revoir et la partager avec les personnes autour de vous intéressées par ces sujets. Je vous propose de penser à vous muter si jamais par mégarde vous démutiez pour le confort de tout le monde. Si vous avez des questions, il y a un environnement de chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions là-dedans et puis on s'organisera à les traiter au fil de l'eau. Donc bienvenue dans cette session. Merci pour votre présence. L'idée, c'est de traiter d'un sujet qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Et on commence par envoyer cette première slide qui plante un peu le décor. Avez-vous les bonnes armes contre une cyberattaque? Je suis Johan Chabé. Je suis système ingénieur chez Vim. À mes heures perdues, je suis apprenti dresseur Pokévim et vous allez voir que pour l'occasion, je vous ai apporté des spécimens très rares mais de grande valeur et qui ne sont autres que pour vous apporter toutes ces informations aujourd'hui, Christopher Glémaud, qui travaille chez Monaco Digital, Monaco Cybersécurité, qui est Vim Vanguard, mais qui est également Vim User Guide Leader. Donc, il fait partie des personnes qui animent fortement cette communauté. Et il a son blog sur lequel il partage toutes ces informations, originalnetwork.com, avec un tiret. On aura également Nicolas Bonnet. Nicolas Bonnet, qui est CEO IT architecte chez In Your Cloud, qui est également Vim Vanguard, mais qui a aussi de fortes compétences côté Microsoft. Et vous voyez également son blog pour de plus amples informations. On aura également, celui-là je l'ai attrapé il n'y a pas très longtemps, et pourtant, il est dans la place depuis très longtemps. Voilà C'est Eric coquille, Bonnet. voilà coquille. Oh, mais quelle erreur, c'est fou ça. Eric Machabert, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment Je un ne t'en tiendrai copier-coller pas de. rigueur. Non, mais on va corriger ça tout de suite parce que en plus dans Machabert, eh ben il y a Chabet, donc je comprends pas comment j'ai pu faire cette erreur. Mais honte à moi, Il manque honte un à C. moi. Comme quoi, c'était un. Oh là 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 là. Mais on est là pour donner des informations précises, donc on corrige ça tout de suite. Voilà. CTO et CISO chez Maincare Solutions, Vim Vanguard s'il en est. Donc merci Eric et toutes mes excuses pour ce méfait, cette mégarde. Et puis on a également Bertrand Castagnier. Bertrand Castagnier, qui est ingénieur système et tech lead sur la partie data protection chez un de nos clients. Et qui est Vim Legend et également Vim Active User. Donc, il fait partie des membres très certainement les plus actifs de ce regroupement de connaisseurs autour de Vim. Donc, merci à vous tous, merci à vous d'être présents pour partager toutes ces informations avec la communauté. Aujourd'hui, on va parler, donc, vous l'aurez compris, de sujets qui sont afférentes à la protection autour des menaces dont on entend énormément parler ces derniers temps. Je parle bien évidemment des sujets ransomware. Vous connaissez Vim à travers sa plateforme
à travers les outils Vim Backup et Réplication qui permettent les protections des environnements VM, serveurs physiques, workload dans le cloud également, sur la partie AWS, Azure, GCP, sur les workloads containers maintenant avec la partie Kasten, toute sa partie monitoring gérée par notre outil Vim1, et puis la capacité à traiter de manière très fine et automatisée sa reprise d'activité avec Vim Disaster Recovery Orchestrator. Dans les grandes lignes, la notion de protection, Vim n'est pas un outil de cybersécurité, est un outil qui s'inscrit dans la, la notion de cyber-résilience et donc joue son rôle dans cette considération élargie qu'est la réponse à ces types de menaces avec les plateformes de stockage immuables, les mécanismes de copie automatisés, la capacité à restaurer très rapidement. Mais tout ça, je vais faire très bref parce que vous le connaissez déjà très certainement dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, on est ici pour en savoir un peu plus sur ce qui va nous intéresser, quels sont les petits tips, les précautions à prendre, les choses à garder en tête lorsqu'on doit avoir une réflexion globale de notre, euh, de notre sécurisation pour nous prémunir face à ces menaces. Trêve de blabla pour ma part. C'est pourtant moi qui vais rester à la baguette et qui passerai les slides. Donc, si jamais je suis peu réactif, mes amis me feront signe et me permettront de passer les slides quand ils le souhaitent. À toi, Christopher, pour débuter. Merci Johan. Bonjour à tous. Donc effectivement, euh, l'objectif c'était de vous partager quelques bonnes pratiques, comme l'a expliqué Johan. L'une des activités qu'on porte chez Monaco Digital, Monaco Cybersécurité, c'est celle d'accompagner les entreprises post-cyberattaque pour piloter ce qu'on appelle le stream backup, qui consiste à quand l'entreprise justement essaye d'identifier les données qui sont safe, c'est ça les safe sets, euh, aussi dans la reconstruction, pour appel à des entreprises pour piloter cette cellule-là. Donc, ça consiste à comment dirais-je, à identifier les safe assets, à analyser les logs, faire de l'investigation pour identifier le schéma d'attaque sur l'environnement de sauvegarde, et bien sûr à aider dans la reconstruction d'un environnement de sauvegarde de circonstances qui respecte les principes du Secure by Design et en capitalisant sur le matériel existant. Euh, alors pourquoi on vous dit ça? Parce que de ce fait, on a une vision de ce qui se passe au sein des environnements et les techniques utilisées, les dernières techniques utilisées par les groupes d'attaquants. Et c'est ce qu'on va vous partager ce matin. Euh, donc tu peux passer la slide, Johan. Comme vous le savez, les cyberattaques se sont accélérées ces dernières semaines, principalement contre des établissements publics, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc. Les jours fériés et week-ends prolongés sont souvent des périodes propices pour les cyberattaques, tout comme les fêtes de fin d'année. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire communautaire assez rapidement afin de vous partager les derniers playbooks et les dernières bonnes pratiques associées. Et donc là, on est convaincu que la sécurité grandit lorsqu'elle se partage. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser assez rapidement ce webinaire avec Johan et l'équipe BIM. L'objectif pour vous est de prendre quelques précautions avant de partir en congé et d'élever le niveau de sécurité et de résilience de votre environnement de sauvegarde. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur l'environnement de sauvegarde et sur les schémas d'attaque, les derniers, en tout cas sur le troisième trimestre et le dernier trimestre de l'année. Ce qu'on a constaté, c'est des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées sur l'environnement de sauvegarde, que l'environnement de sauvegarde soit dans le domaine ou hors domaine.
Pour ce faire, et notamment pour cibler les environnements hors domaine, les groupes d'attaquants, eh bien, ils vont cibler les gestionnaires de mots de passe, type KeePass et autres, ce qui va leur permettre d'aller de, de propager leur mouvement latéral, notamment sur les interfaces d'administration des matériels de sauvegarde, chose qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on recommande, c'est de segmenter vos mots de passe dans différents gestionnaires de mots de passe, en particulier les comptes locaux, les comptes CISO, Security Officer, selon la technologie que vous utilisez, de bien les segmenter, les séparer. Aussi, des choses qu'on peut voir, qu'il faut éviter de faire, c'est de laisser ouvert le gestionnaire de mots de passe sur votre poste de travail. Donc, par exemple, un KeePass, ne pas le laisser ouvert sur, sur le poste. On voit les admins, ils ouvrent leur KeePass et bien sûr, ils récupèrent le pass euh, dont ils ont besoin et ensuite ils laissent ouvert. Ça c'est pas une bonne pratique. Et d'éviter aussi de stocker ces KeePass sur le serveur de fichiers. Pour le mouvement latéral, bien segmenter le réseau de backup avec un VLAN dédié et une application de matrice de flux. Au niveau des données de sauvegarde, ce qu'on a pu également constater, c'est la suppression des données de sauvegarde avec une volonté des groupes d'attaquants de supprimer les données de sauvegarde directement depuis l'interface d'administration des matériels, donc serveur, appliance. Autre schéma, on va dire, d'attaque qu'on ne voyait pas forcément avant, c'est la compromission du NTP, mais de l'horloge, mais pour l'immobilité. C'est pour vraiment que l'immobilité ne soit plus cohérente et de ce fait ne fasse plus son, son travail. Euh, et autre chose aussi que on a pu constater cette année, c'est des compétences de ces groupes-là pour vider ce qu'on appelle les headers, les en-têtes des matériels, euh, des appliances de sauvegarde. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu restaurer leurs données en utilisant les headers des appliances, des matériels. Donc là, les groupes d'attaquants sont au fait en tout cas les derniers sont au fait de ces techniques-là et ils viennent volontairement écraser les en-têtes. Ensuite, aussi une connaissance approfondie sur les matériels des constructeurs du marché, euh, entre autres les appliances. Donc ils savent qu'il y a en général des protocoles sécurisés et propriétaires qui protègent vraiment les appliances. De ce fait, ils vont essayer de passer par un autre chemin en passant par les interfaces d'administration de ces appliances-là et en activant des services qui n'étaient pas démarrés jusque-là, entre autres le CIFS, NFS. De ce fait, l'appliance devient visible comme un NAS et il est facile pour eux de monter un lecteur réseau directement vers, vers le M3 ou le partage de sauvegarde. Donc les recommandations associées, bien sûr d'utiliser des comptes nominatifs, complexité forte, double authentification. On recommande aujourd'hui si vous êtes en réflexion de matériel, de sélectionner des matériels dans lesquels le MFA est natif, d'administrer l'environnement de sauvegarde au travers d'un bastion et d'appliquer un durcissement drastique. Autre recommandation qu'on peut faire, c'est d'anonymiser les matériels de sauvegarde et les comptes de service, puisque dans les playbooks, ceux qui ont des compétences, les groupes d'attaquants qui ont des compétences sauvegarde ciblent généralement les comptes de service sauvegarde en priorité pour plusieurs raisons. Forcément, en général, le compte de sauvegarde a beaucoup de privilèges et, voilà, et ça donne beaucoup d'implications aussi sur comment sont protégées les données, d'anonymiser ces choses-là. Surveiller le NTP. Je ne parle pas trop du NTP parce que je sais que mes collègues vont en parler plus tard. Et choisir des technologies qui sont dans une démarche d'intégration de mécanismes de sécurité. Ça, c'est important.
Et enfin, bon, je laisse la main. Autre chose qu'on a pu constater cette année, qu'on ne voyait pas jusque-là, on a pu voir certaines entreprises qui n'utilisaient pas Vim, entre autres, hein, parce que là, on parle de Vim, euh, utiliser l'outil comme solution d'attaque. Donc après, ils sont assez innovants, hein, dans leur méthode, entre autres pour formater les bandes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un logiciel de sauvegarde sur un serveur qui pilotait une robotique en FC. Le groupe d'attaquants n'a pas réussi à faire fonctionner le logiciel de sauvegarde. De ce fait, ils se sont pas embêtés. Ils ont installé un Vim et quelques clics puisque c'est simple d'utilisation. Et de ce fait, la robotique a remonté directement dans le Vim et, et ensuite ils ont pu formater des médias qui n'étaient pas sortis de la robotique et conditionnés dans un coffre sécurisé et inifugé. Donc, euh, donc voilà, attention à ça. Donc la recommandation, c'est bien sûr quand on a une robotique, c'est de sortir les médias et de les conditionner dans un coffre sécurisé. Donc voilà pour ma partie. Je laisse Nicolas prendre la main pour la suite. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler identité, hein, puisque l'identité, c'est une des choses qu'on a de plus importantes dans une entreprise. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante? Merci. Donc effectivement, l'attaquant va finalement avoir plusieurs options pour nous attaquer. Soit tout ce qui va toucher aux accès privilégiés, soit via des comptes utilisateurs. Et finalement, il va se servir de ces comptes utilisateurs pour aller derrière, en fait, attaquer ou essayer de récupérer des comptes à privilèges qui vont pouvoir faire des dégâts considérables. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans mes différents audits, ce que je m'aperçois, c'est que les bonnes pratiques en termes de sécurité, finalement, ils ne sont pas respectés parce qu'on va se retrouver avec énormément de comptes administrateurs, que ce soit d'ailleurs dans le cloud ou ou on-prem, hein. Et donc ça, effectivement, il va falloir le limiter. Donc effectivement, on va pouvoir comme ça, enfin l'attaquant va pouvoir effectivement comme ça se balader dans notre réseau informatique, hein, que ce soit effectivement via des accès utilisateurs et derrière en essayant de monter sur un compte, de récupérer un compte administrateur ou directement de compromettre un compte administrateur. On a beaucoup d'outils, hein, qui nous permettent effectivement de se prémunir de ça. Clairement, pour la partie cloud, on va avoir beaucoup d'outils au niveau Azure Active Directory. Le double authentification évidemment, mais vraiment toute la suite Defender, hein, qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe, que ce soit effectivement on-prem ou cloud d'ailleurs, hein, pour Defender, puisque Defender for Identity nous protège effectivement à la fois sur la partie cloud, mais également sur la partie on-prem. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer? Donc le but va être vraiment de protéger l'accès aux comptes à privilèges. Pourquoi? Parce que finalement, ils vont permettre à l'attaquant de faire un petit peu ce qu'il a envie. Alors, comment on fait pour protéger ses comptes à privilèges? Déjà, on va avoir un mot de passe qui est complexe, un vrai mot de passe, et pas un mot de passe comme malheureusement je peux le croiser avec 4 caractères. Alors, c'est pas un 2, 3, 4, mais presque, voire à la limite 6 caractères. Mais voilà, c'est des mots de passe qui sont très simples. On va éviter des mots de passe très simples. Une fois de plus, on va également éviter tout simplement d'avoir un compte utilisateur qui fait à la fois utilisateur et administrateur. Ça, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que finalement, j'ai tous mes process sur ma machine qui fonctionnent avec les droits d'admin du domaine. Et donc derrière, j'ai un attaquant, mais c'est peut être aussi un CryptoLocker ou malware ou autre, qui va pouvoir se propager très rapidement, puisqu'effectivement, il a les droits d'admin du domaine. On va donc essayer comme ça d'avoir 2 comptes. Un compte utilisateur, un compte administrateur. On va également avoir des politiques de sécurité qui vont être différentes. Clairement, un compte à privilège va avoir une politique de mot de passe très forte. Un compte utilisateur va avoir une politique un peu moins forte.
Je peux également, au niveau de la politique de mot de passe, avoir des politiques différentes. Pourquoi? Parce que finalement, dans mes comptes utilisateurs, j'ai des comptes qui sont très sensibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. La personne du CE, effectivement, c'est sensible parce qu'elle peut avoir des informations confidentielles, mais ça sera moins sensible que le RH ou que le président ou qu'un directeur. Et donc, je vais comme ça appliquer des politiques différentes en fonction effectivement de la criticité des données que possède l'utilisateur. Évidemment, pour mon compte admin, je vais, avoir des comptes nominatifs. Malheureusement, on le croise encore souvent, des comptes qui ne sont pas nominatifs ou carrément le compte administrateur. Dans les bonnes pratiques, effectivement, ce compte administrateur, on met un mot de passe très fort, on le met au coffre et il va servir de brique glace. Par contre, on va avoir effectivement des comptes nominatifs avec des mots de passe très forts. Et pour le cloud, les comptes administrateurs ne sont en aucun cas synchronisés. Ce sont vraiment des comptes cloud admin et des comptes AD admin qui sont distincts. Ce qui va me permettre que si un compte est compromis, je ne comprends pas effectivement l'autre partie. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante? Alors, comment je peux protéger finalement mes identités? Alors déjà, effectivement, avec la politique du moins de privilèges. Avec la politique du moins de privilèges, je vais utiliser des comptes de service. Et mes comptes de service ont des droits limités. Pour Vim, par exemple, le service Vim n'a pas besoin d'avoir des droits d'administrateur du domaine pour fonctionner. Le compte, pour backuper un serveur, hors Active Directory, j'entends, je n'ai pas besoin d'avoir des droits d'admin du domaine. Effectivement, reste le problème d'Active Directory qui, effectivement, nécessite encore des droits d'admin du domaine. On peut pouvoir également mettre du tiering. Alors ça, c'est la meilleure sécurité. Tier 1, tier 0, tier 1, tier 2. Donc effectivement, toute la partie serveur sensible, Active Directory et tout ce qui est identité, les serveurs d'infrastructure et d'application et mes postes de travail. Ça veut aussi dire que j'ai des administrateurs tier 0, tier 1 et tier 2. Ça veut aussi dire que j'ai une machine d'administration T0, T1, T2 et que chaque tiers est étanche, hormis pour le T0, effectivement, qui permet effectivement d'aller administrer pour certains comptes, de faire des opérations sur le tiers 1 et tiers 2, d'administrer en tout cas les comptes du tiers 1 et du tiers 2. Donc le tiering modèle aujourd'hui est quelque chose qui est très à la mode et qui est très utilisé, qui est plus ou moins facile à mettre en place, qui est très contraignant, évidemment. Et bien sûr, pour les cloud identity, comme je vous ai dit, effectivement, je vais utiliser de la délégation, finalement que ce soit cloud ou AD, je vais mettre en place de la délégation, je vais déléguer des autorisations pour pas donner du full access à tout le monde avec des comptes nominatifs et bien sûr en respectant toujours cette politique du moins de privilèges. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres bonnes pratiques en termes de sécurité. On pourrait passer sur la partie identité des heures ensemble. Alors c'est quelque chose qui me passionne, donc ça serait avec grand plaisir. Je pense que mes collègues seraient un peu moins contents, mais voilà, pensez bien aux identités, c'est ce qu'on a de plus important dans une entreprise et c'est important d'y faire attention parce que derrière ça peut ouvrir des portes à beaucoup de choses. J'ai quelques entreprises chez moi dans le sud où le pirate est resté des mois sans qu'on puisse s'en apercevoir. Je nommerai pas la société. Vu la société, c'est quand même assez dommage, mais voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Parce qu'effectivement, le pirate ne va pas obligatoirement faire de bruit. Il va faire ce qu'il a à faire. Alors, soit effectivement, il fracasse tout et on n'en parle plus. Soit il va récupérer des informations de manière très silencieuse et on ne verra strictement rien. Or, si on a certains outils comme Defender for Identity, par exemple, qui pourraient nous aider. Donc, c'est très, très important de faire attention à ça. Je crois que c'est ma dernière slide, il me semble. Tu peux passer, je crois que c'est ma dernière. Ouais, je te confirme. Ok. En tout cas, merci à tous. Bonne fête et à bientôt.
et, et allez la France. Et allez, Merci Nicolas. On va passer à la partie Arden Linux Repository avec Bertrand. Ouais, merci Johan. Alors effectivement, nous, moi je vais faire surtout un focus sur ce point particulier qui est surtout eu un essor à partir de la version 11 de Vim, mais il y a de plus en plus de repos orientés Linux à partir de la V10A qui était recommandée en dépôt de première intention, entre autres par Vim. À travers cette utilisation de l'Arden Linux Repository, je voulais faire un focus sur quelles sont les attaques potentielles qu'on peut avoir autour de ce serveur-là, de ce repository-là, et quelques exemples et suggestions de sécurisation et de bonnes pratiques qu'on peut percevoir, mais après qui est toujours à affiner selon les cas d'usage de chacun. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Yoann, s'il te Et plaît? voilà. Donc juste un premier rappel autour de l'utilisation des attributs immuables hein, sur les serveurs Linux. Ces derniers sont gérés à travers une notion de temps de rétention autour de ces derniers qui sont positionnés au niveau de Vim. De ce fait, ce qui est important, c'est que votre source de temps sur l'ensemble de vos serveurs, enfin surtout sur le VBR et le repo Linux, ne soit pas compromis. À travers ça, ce qu'on peut recommander, c'est d'avoir une source de temps locale, heu de confiance, en évitant, de mon point de vue, l'Active Directory, ou alors que l'Active Directory s'appuie sur une source de temps locale de confiance. À travers ça, ça peut être un système local qui fournit ça, ou alors, par exemple, hein, pour ceux qui auraient le plus de moyens sur des grands comptes, avoir des systèmes d'antenne, par exemple, qui se basent après sur ce qui est envoyé par le système Galileo. Heu, Globalement aussi, faut potentiellement, loguer et envoyer, hein, s'il y a des changements de source de temps, hein, sur vos serveurs et que ça puisse être détecté par une entité de sécurité ou par les admin systems qui le gèrent. Tu peux passer au suivant, Yoann, s'il te plaît. Voilà. Une chose qui est bonne à savoir, sur cette partie-là, de l'Harmonic Repository, c'est qu'actuellement, il y a un ensemble de choses qui sont supportées pour mettre des attributs, immuables sur ces fichiers. C'est pas le cas de la configuration de backup. Et ça, je voulais le mettre en lumière parce que c'est quand même un élément relativement important en cas de désastre, et qu'il faut qu'il soit le plus protégé entre guillemets et le plus facilement récupérable. Par défaut, il est possible de mettre sa configuration de backup sur un Arden Linux Repository, mais ce dernier n'a pas d'attribut immuable. De ce fait, ce que je peux suggérer, c'est de faire un simple script bash ou Python, selon ce que vous préférez, qui va positionner des attributs immuables, donc i, chaque jour, et vous permettre de réduire un peu le risque autour de ce sujet-là et d'avoir le même niveau de sécurité par rapport à vos sauvegardes. Oubliez pas aussi de les copier sur un autre média, c'est important, hein, comme l'a pu évoquer Christopher précédemment. Euh, Faut toujours avoir deux médias, mais également avoir un média déconnecté si possible pour cette fameuse configuration de backup qui vous sera relativement pas indispensable, mais importante hein, en cas de désastre majeur, parce que dans tous les cas, c'est toujours possible de restaurer des données de sauvegarde avec Vim, dans le sens où les métadonnées sont embarquées avec la sauvegarde. Mais il vous permettra d'être plus rapide parce que vous aurez l'ensemble de vos configurations qui sont mises dans la base de données backup. C'est la suivante, s'il te plaît. Alors des choses évidentes hein, qu'on pense savoir à certains, mais on peut parfois constater des choses bien différentes. Hein. L'accès physique hein, de ce fameux repo-là, parce que oui, effectivement, si vous réduisez la surface d'attaque autour de ce dernier, il reste un accès physique. Euh, le mettre dans DB verrouillé, si possible un accès biométrique, une caméra de surveillance, et aussi que tout à chacun n'a pas la possibilité d'y accéder. Concernant l'accès distance de ce fameux repository-là, une fois que l'agent est déployé et installé,
par défaut, vous avez plus besoin d'SSH. Effectivement, il y a que les flux rentrants de données qui sont nécessaires, donc TCP 2500 à 3300, qui sont bien entendu modifiables et customisables si vous en avez le besoin. Donc, ne pas oublier de couper SSH, j'aurais tendance à dire de désactiver par défaut. Alors, effectivement, ça peut rajouter des actions supplémentaires en cas d'exploitation, mais ça réduit aussi la, la surface d'exposition. En règle générale, tout ce qui est Linux repository, on met ça sur des serveurs physiques. J'insiste sur ce point-là parce que ça permet aussi que il y ait le minimum d'adhérence à ce dernier. Ne montez pas également de volume sur une baie de stockage parce que derrière ça va aussi à l'encontre de ce modèle-là. Il faut vraiment que ça soit un serveur physique qui soit complètement autonome, donc avec des disques, hein, des RAID, ou selon comment vous voulez le configurer. Donc du coup, il y a avoir un accès par ILO à ce serveur-là potentiellement, ou peu importe le protocole utilisé par si c'est de l'hydrac ou par l'industriel. Donc cet accès-là, faut que vous puissiez réduire l'exposition. Parce que bien sûr, vous avez coupé SSH, vous faut une manière de pouvoir le réactiver. Il vous faut réduire son exposition au maximum, les accès, voire complètement pour certains le désactiver, ou débrancher le câble réseau. Après, ça va dépendre de votre organisation interne autour de cela pour pouvoir vous permettre de reprendre la main si nécessaire. Par défaut, sur ces serveurs-là, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. Il y en a qui vont pousser le fait d'avoir des agents sur ces serveurs-là pour de l'ordonnancement, pour de la supervision, pour de l'EDR. C'est vraiment à discuter les pour et le contre avec vos interlocuteurs de sécurité. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est privilégier tout ce qui est push. Donc c'est toujours l'agent qui héberge le rôle d'Ardon Linux Repository qui va pousser les informations, par exemple vers un socle de supervision, vers un socle de traitement de log, qui vous sera important pour pouvoir intervenir et en cas d'attaque entre autres. Si nécessaire, activer le 2FA. Si en amont vous avez pas de bastion, etc., ça peut être quelque chose qui est relativement important d'activer le 2FA, soit sur la partie LOS et ou sur la partie SSH, donc accès à l'OS Linux. N'hésitez pas aussi, alors ça c'est vrai que je l'ai pas vu beaucoup, mais de durcir vos systèmes. Il y a des ensembles de possibilités qui sont possibles, qui sont poussées soit par l'ANSI, en tout cas sur tout ce qui est famille Red Hat, pour pouvoir durcir vos systèmes avec différents profils de high, medium à low, mais également sur la partie CIS, donc plus côté mondial et plutôt côté américain. Ça permet de rajouter un ensemble de bonnes pratiques et de configuration sur vos systèmes Linux. Par défaut, il faut toujours faire le durcissement avant l'installation de la partie Vim, parce que sinon vous pourrez avoir des effets de bord. Quelque chose qui est bon à rappeler, parce qu'on le rabâche souvent hein, sur le monde Microsoft, hein, mais mettez à jour aussi vos systèmes Linux. À minima les pages de sécurité, c'est important aussi pour corriger d'éventuels CVE qui sont connus du grand public et publiés. Je pense que tu peux passer au slide suivant. Tu la vois? Je vois pas ce qu'il y a écrit, mais C'est trop petit pour toi? euh, non, mais je sais pas, je dois avoir une problématique réseau. C'est toujours la faute du réseau de toute façon. Voilà, c'est bon. Il y Donc a Secure le dernier slide est Infrastructure. plus et le dernier slide est plus un rappel global hein, autour de ce fameux stockage de la sauvegarde qui peut être utilisé par rapport à ce que j'ai énoncé précédemment, et aussi Christopher, hein, on n'oubliera pas voilà d'isoler sur un réseau de management spécifique la partie ILO, que de restreindre les accès au minimum aux personnes qui ont le droit d'en connaître également.
La partie physique que j'ai précédemment décrite, que je vais pas repréciser. Après, la partie hardware security vient aussi avec toutes les configurations, des bonnes pratiques qu'il y a à faire sur la partie purement matérielle. Et pour terminer la partie repository, donc rappelez que faut que le système soit durci en respectant des bonnes pratiques, soit ANSI ou soit CIS, que ça soit pas présent dans un domaine hein, d'administration, de désactiver au maximum ce qui n'est pas nécessaire sur le serveur, et bien sûr de segmenter sur un réseau de sauvegarde spécifique ce serveur-là. Également, selon comment vous exploitez votre réseau, il est possible aussi de mettre en place la partie firewall interne du système et de limiter au maximum les flux rentrants directement sur votre système d'exploitation. Ouais, effectivement, Pour ma il y a part, voilà. j'ai terminé. Je Merci. pense passer la main au suivant qui doit être Eric. Qui doit être Eric Machabert. Ok, je vais pas me tromper à l'oral cette fois-ci. Eric, la Bonjour partie tout le monde. sécu, c'est à tous les Ouais, niveaux. exactement. Donc c'est la partie conclusion conclusion pour faire un sum up et puis on va s'intéresser à la partie VBR serveur, la partie serveur. Mais l'objectif c'est aussi de rappeler des pratiques et des mises en situation par rapport au contexte dans lequel vous évoluez. Vous n'êtes pas tous avec les mêmes moyens. Et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler. C'est une question de moyens, humains en premier, puis financiers et techniques. Et on va essayer de faire le tour des choses minimales à réaliser et qui peuvent s'implémenter quelle que soit la taille de la structure. Donc bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, et ce que disait Christopher, c'est qu'on a été sollicité sur un certain nombre de situations d'analyse post compromission ou post chiffrement ou plus, afin d'assister certaines organisations à pouvoir déceler leur capacité ou non à recouvrer leurs données. Et bien entendu, lorsque la capacité n'est pas là, c'est toujours extrêmement impactant et triste. Et donc, la réalité, c'est qu'en 2022, je le disais dans le chat à l'écrit, on a vu arriver une nouvelle capacité dans les attaquants. On a l'impression d'avoir affaire à des administrateurs système infrastructure. Ils ont une connaissance parfaite des principales administrations et interfaces d'admin des grands du secteur du serveur et du stockage, hein. Donc tout ce qui est Dell, HPE, NetApp, Cisco. Aucun secret pour eux, ils naviguent dedans sans problème, ils les reconfigurent. Des fois, ils optimisent même des performances pour aller plus vite, pour détruire de la donnée plus vite. Ils connaissent en profondeur les modes de fonctionnement de ces matériels, notamment dans les phases de réinitialisation ou de destruction de données de manière pérenne. Donc, c'est un niveau de compétence professionnelle dans l'infrastructure. Et ils ont, et ça maintenant on le sait, Vim le sait, une connaissance approfondie de l'outil Vim, puisque l'outil il est fortement déployé, ils le rencontrent souvent, donc ils se sont bien formés dessus et ils en connaissent les forces et les faiblesses. Donc tout ça pour vous dire que quand l'attaque vise à vous mettre dans une position d'être une victime de rançonnage, leur première intervention aujourd'hui, c'est de s'assurer que vous n'ayez pas de porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est les backups. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir compromission du système plusieurs jours, semaines, mois avant l'événement de crypto. Et l'objectif, ça va être la découverte, la recherche, la découverte de tous les éléments, pardon, de tous les éléments qui participent à la protection de vos données. Ensuite, ils vont s'atteler à détruire ces capacités de protection de données, puis de déclencher le chiffrement des données de production. Alors, Christopher l'a rappelé, et je pense que vous en êtes tous conscients, il vise la période la plus propice à une non-réaction de l'humain en charge de l'exploitation du système. La nuit, le week-end, les vacances, les périodes de fête.
Ça, c'est un trend qui est pas que chez nous en France, hein, c'est un trend international. Toutes les plus grosses attaques réussies se produisent lorsqu'il y a le moins de personnel en capacité de répondre à des événements anormaux ou des comportements étranges. Alors bien entendu, là on revient sur la capacité des moyens et la densité de personnel et d'outillage. Bien entendu, on n'est pas tous et vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne entre les structures de grande envergure qui disposent de très bonnes capacités de collecte d'événements avec des personnes postées H24 qui font de l'analyse versus des structures beaucoup plus petites où l'informatique n'est pas néanmoins moins importante, bien au contraire, et qui sont tout simplement en présentiel ou en astreinte, quand il y a des astreintes, et où il n'y a tout simplement aucun pilote dans l'avion lorsque c'est la nuit ou le week-end. Donc ces structures-là sont beaucoup plus exposées à une attaque réussie, puisque lorsque tout va commencer à s'activer, ben, s'il n'y a pas de réaction humaine pour pouvoir stopper, il ne faut pas que se reposer sur des technologies automatiques de type EDR antivirus. Très clairement, voilà, les capacités humaines jouent beaucoup dans le sujet. Alors comme c'est bientôt Noël et qu'on est en fin de période d'exercice budgétaire pour l'année 2023, je vous invite tous à demander au Père Noël ce genre de moyens. Je sais que c'est difficile, mais sans ça, ça va être de plus en plus compliqué et on est tous, je pense, très conscients de cela. Donc, next slide, Mr. Yuan. Voilà. Ça va arriver. Effectivement, on en a parlé, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Prendre le contrôle du serveur de backup et puis après détruire les repositories, etc. Alors le contrôle du serveur de backup, il y a un sujet non négligeable et on en a parlé un peu dans le chat. Là, Maxime a posé une question. Quelque part, le serveur vide, il contient aussi des secrets, puisqu'on le sait, pour certaines technologies et notamment le monde Microsoft, on va avoir à stocker des secrets pour que le logiciel de sauvegarde, dans ses tâches de sauvegarde, puisse aller réaliser des tâches avec certains privilèges. Donc, compromettre un serveur de sauvegarde, et il n'y a pas que chez Vim, hein, chez les autres éditeurs c'est la même chose, c'est aussi potentiellement prendre la main sur un ensemble de secrets. Et bien entendu, bien souvent, ces secrets, ce sont des secrets à haut privilège et qui surtout attaquent et permettent d'accéder à des briques d'infrastructure. Donc on va parler de la sécurisation de ce serveur de backup. Et puis je referai un résumé de ce qu'a dit, alors très très rapide et succinct, mais Bertrand qui a très bien expliqué comment on sanctuarise, parce que c'est de la sanctuarisation, hein, le backup immutable, hein, c'est de faire quelque chose qui est à l'épreuve des balles, et on va venir avoir un compromis entre la manageabilité et la supervision versus la protection de la donnée, bien qu'il soit tout à fait possible d'obtenir un niveau d'exploitabilité quasi similaire à un repository normal en utilisant 2-3 astuces et notamment ce qu'a pu citer Bertrand sur les notions de tout ce qui va être éléments de fourniture d'informations et de suivi de la production, soit du push, hein, du repository vers le monde extérieur. Next slide, Johan. C'est sympa, il y a de l'animation. Tout le monde est suspendu. Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a quelque chose, qui fonctionne depuis a priori plusieurs millénaires. C'est une histoire d'œufs et de paniers. Généralement, c'est d'avoir plusieurs paniers. Comme ça, quand ils tombent, on casse pas tous les œufs. Très clairement, aujourd'hui, je vous invite vraiment à suivre les référentiels communs de type NIS et toujours dans la capacité de vos moyens techniques et humains, d'avoir un maximum de segmentation en sous-système de confiance entre les différentes parties qui opèrent votre réseau et votre infrastructure. Ne pas faire l'économie d'un réseau out of band, hein, un réseau non connecté au reste pour tout ce qui est pilotage des interfaces IPMI, administration de matériel, donc Hydra, Kilo, IPMI, XY, administration des baies de stockage, administration des baies de déduplication si vous utilisez ce type de périphérique. C'est hyper important de ne pas avoir tout sur le même sous-système de confiance. Hein. Avoir cette segmentation, c'est important. La segmentation, ça vous prémunira pas totalement
des effets d'une attaque. Mais lorsqu'on est dans un scénario attaque-défense, l'essentiel, l'important, c'est de ralentir l'attaquant. Ralentir l'attaquant, c'est avoir la capacité de le contrer, c'est avoir la capacité de le détecter. Tout à l'heure, on a parlé de notion d'identité avec Nicolas. Très clairement, moi, ce que je vous conseille, c'est que le périmètre de la sauvegarde Vim, c'est soit clairement off-domain. Aujourd'hui, on le sait, les domaines Microsoft, le Microsoft Windows est un élément de fragilité, pour plein de raisons. Pour des raisons de complexité, pour des raisons que la plateforme est très versatile, donc elle fait beaucoup de choses. Donc pour l'amener à un niveau de sécurité, très clairement, il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'on a le temps, dans certaines structures, d'être des experts du hardening Microsoft pour arriver à un niveau de sécurité, on va dire, acceptable? Ça, j'en suis pas certain du tout. Et on parlait tout à l'heure de mise à jour. Pour ceux qui ont vécu 2022 de bout en bout sur les mises à jour Microsoft, jusqu'au mois de novembre dernièrement, hein, vous saurez que c'est pas de turbo, puisque les mises à jour aujourd'hui, elles ont un bon compromis entre je répare et je casse. Et en ce moment, elles cassent beaucoup. Et en plus, elles cassent les protocoles d'authentification. Donc, je vous conseille très clairement d'être hors domaine, avoir des machines en workgroup local, et bien entendu dans un réseau segmenté, hein, infrastructure de sauvegarde. C'est au même titre si vous avez du VMware, tout ce qui est interface de management, vCenter, toutes ces choses-là, c'est considérer ça comme un tiers 0+. Ce sont des éléments d'infrastructure sous-jacents, c'est les fondations de la maison. Si on casse un seul morceau de la fondation, la maison penche, et quand elle penche, ensuite elle finit par casser. Donc ça, c'est très important. Avoir des comptes locaux, utiliser de l'infrastructure qui est non dépendante d'authentification centralisée. Alors ça, c'est hyper important, même si il y a, c'est toujours un compromis entre exploitabilité, aisance, suivi, la capacité de monter des forêts Active Directory parallèles à la production, qu'on appelle une forêt d'administration. Là encore, c'est bien si vous avez le temps d'appliquer le niveau de hardening nécessaire, de segmentation, de mise en place de bastions, et surtout de collecte et d'analyse des événements Microsoft pour vous assurer que vous n'avez pas quelqu'un qui est en train d'exploiter une vulnérabilité. Et en ce moment, on le sait, hein, sur l'autorité de certification qui dispose d'une vulnérabilité cœur qui n'est pas corrigée et qui est non corrigible. En sécurité, c'est toujours une question de compromis. Mais clairement, à partir du moment où vous allez vous baser et fonder votre sécurité sur des éléments centraux, ça s'appelle de la fragilité. Puisque quand l'élément central va être compromis, on va après pouvoir avoir un compromis, un mouvement latéral, une compromission latérale de plusieurs équipements. Ça sous-entend que il est très important de multiplier les secrets. Donc, si vous avez de multiples serveurs, c'est un mot de passe unique par serveur, c'est un mot de passe ILO, IDRAC, IPMI par serveur, c'est un mot de passe par bête de stockage. Tout cela, c'est enclavé, tout ça, c'est enfermé dans des coffres-forts, avec des coffres-forts qui n'ont pas une authentification basée sur un système central là encore, puisque sinon c'est toujours le serpent qui se mord la queue, et de la collecte d'informations quand vous pouvez le faire, des alertes, puisque l'avantage d'avoir cette multiplicité de référentiels d'authentification, c'est que quand l'attaquant va commencer à faire de la recherche et découverte, pensant potentiellement qu'il est dans un système à authentification mutualisée partagée, il va générer des alertes d'authentification. Parce qu'il va réutiliser certains secrets qu'il aurait pu glaner à certains endroits. Ça, c'est hyper important. Cette multiplication de l'authentification va vous permettre de ralentir l'attaquant et de faire lever des red flags lorsqu'il va tenter les déplacements latéraux. Ça veut dire aussi que si vous avez cette politique, et là, toujours pragmatique par rapport aux tailles des équipes, faites en sorte d'avoir quand même des revues d'habilitation. Ça se fait simplement, mais une fois que quelque chose est mis en place, le plus dur, c'est de le maintenir dans le temps. Planifiez-vous des routines opérationnelles. Planifiez-vous des choses trimestrielles, mensuelles, hebdo pour les comptes à privilèges. Hein. Si vous utilisez un système d'administration notamment sur la partie bureautique, sur la partie AD avec vos utilisateurs et que vous avez appliqué ce qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire une authentification, un modèle d'administration Active Directory multi-tier, où normalement personne n'est administrateur permanent du groupe administrateur du domaine,
faites la routine opérationnelle du vendredi midi ou du vendredi fin d'après-midi avant de partir en week-end, de vous assurer que aucun de vos collaborateurs ne se soit laissé son compte d'administration temporairement élevé en administrateur avant de partir en week-end. Je vous le redis, les week-ends, c'est les zones privilégiées pour les déclenchements d'attaques, puisqu'il y a peu de personnes aptes à réagir. En ce qui concerne le serveur VBR, donc qu'il soit physique ou virtuel, s'il est virtuel, là encore, on évalue en fonction des moyens. Si vous avez les moyens, c'est ferme d'administration, donc cluster de virtualisation dédié, donc on repense NIS, hein, sous-système au sens NIS. Le sous-système d'administration, c'est un cluster d'hyperviseurs dédié. On ne va pas aller mélanger les machines qui administrent l'ensemble du système avec les machines de production, avec de l'accès client, voire de l'accès interactif client dans les VM. On fait bien une segmentation. On harden l'OS. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore sur des serveurs Vim qui sont capables de tourner sous Linux. Néanmoins, on voit arriver avec la V12 notamment le support de PostgreSQL qui va arriver. Donc on a une hybridation qui commence à se faire autour de cette brique. Il est toujours plus aisé d'hardener un système Linux qui par défaut porte peu de systèmes lorsqu'il est déployé qu'un système Microsoft. Mais clairement, il vous est nécessaire de l'appliquer dès que possible. Et bien entendu, comme a dit Bertrand, tout ce qui est hardening, ça se fait avant l'installation du logiciel final pour tout s'assurer du bon fonctionnement. Normalement, Johan, tu as un encart en haut à droite qui doit apparaître. Je sais pas si c'est parce qu'il... Voilà. Donc, clairement, dans le hardening, les choses de base, pas avoir le, le, le compte administrateur built-in dans le groupe d'administration du serveur Vim, ce genre de choses. Activer le 2FA, ça sera pour la V12. Activer l'auto-log-off. Alors là, j'en ai parlé dans le chat tout à l'heure et c'était en complément de ce qu'a dit Christopher. Surtout, à tous vos collègues qui sont administrateurs et qui travaillent avec vous, pas de session RDP sur des machines d'administration où les gens laissent la session déconnectée avec leurs outils d'administration ouverts. Pas d'interface d'administration type vCenter, pas de KeePass, TeamPass, Passpal, tout ce que vous voulez d'ouvert. L'attaquant peut prendre la main sur une session laissée déconnectée. Et là, c'est jackpot pour lui puisqu'il va se retrouver soit avec un système critique connecté, soit, encore mieux, le référentiel des mots de passe d'infrastructure d'ouvert. Je voudrais attirer l'attention sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque il faut pas foncer tête baissée dans la mise en œuvre de moyens visant à contrer des risques de sécurité sans avoir une analyse de risque et des impacts de ce qu'on peut faire. Et là, je veux vous parler du chiffrement. Le chiffrement, c'est un moyen. Le chiffrement, dire qu'il faut chiffrer systématiquement, c'est pas du tout une bonne chose. Chiffrer, c'est un moyen qui répond à la réduction d'un risque. Et le risque principal, c'est une perte de confidentialité. Si on chiffre des données, c'est pour se prémunir d'une perte de confidentialité. Mais chiffrer, ça peut avoir un impact extrêmement important sur deux sujets. C'est la disponibilité de la donnée, notamment si vous avez perdu la clé de chiffrement, ou que le système de chiffrement qui possède la clé de déchiffrement ou la master key de reset des clés de déchiffrement est lui-même chiffré. Donc, c'est une situation sur laquelle on a été confronté cette année sur plusieurs sujets. Hein. Donc, si on chiffre, c'est qu'on a les moyens techniques et organisationnels de sécuriser le secret de chiffrement. Ça, c'est le premier sujet. Atteinte à la disponibilité. Et puis après, il y a l'atteinte à l'intégrité. Chiffrer, c'est créer un nouvel ensemble de données. Sachez que la plupart du temps, une donnée non chiffrée, si on modifie 1% de la donnée non chiffrée, les 99% de la donnée non chiffrée sont récupérables. D'accord? Une donnée chiffrée, par l'emploi de la technologie de chiffrement, vous modifiez 1%
seulement 1% de la donnée et 100% de la donnée est irrécupérable. Donc, faire le choix de chiffrer, ça ne se fait pas sans analyse de risque, hein, ce qu'on appelle un risk assessment, une analyse de risque. Est-ce que le moyen que je vais employer répond bien à la réduction d'un risque avéré? Donc, tenez toujours ça, le chiffrement, on l'a vu à pas mal d'endroits où, par défaut, sans réfléchir, beaucoup de personnes activent des fonctions de chiffrement à tout niveau, sans en mesurer l'impact potentiel, et dans des cas de situation défavorable, se retrouvent démunis, puisque on l'a vu cette année, la clé de déchiffrement, malheureusement, elle a été chiffrée par l'attaquant. Donc tout ça, c'est des mécanismes et de l'organisation. Là, je reviens à ce que disait Bertrand. À un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent toujours, hein, du offline, quand il y a des clés de chiffrement, de la protection, du coffre, des procédures bris de glace, ce genre de choses. Là encore, en question de moyens, utilisation de bastions. C'est important l'utilisation de bastions. Et là aussi, les bastions avec l'utilisation de MFA, la non-dépendance à des authentifications centrales. Et puis, ce bastion, il va vous permettre, lorsque vous allez avoir une segmentation forte, avec une restriction forte des flux, hein, on pense à du firewalling systématique et permanent sur l'intégralité de ce qui est exposé en termes d'administration, ça vous permet de faire de la réduction de ces flux au strict nécessaire et de focaliser la traçabilité et puis le suivi sur le bastion qui pourra devenir un élément plus important de l'information sur des situations à risque. Donc le sujet il est là, veillez bien à vérifier votre niveau de dépendance à des briques plus fragiles. Assurez-vous que le serveur Vim est considéré comme un actif dans votre système d'information le plus sensible possible, puisque de fait, il va lui-même vous permettre d'accéder à des éléments d'infrastructure. Je pense notamment pour les clients qui auraient de l'intégration avec les bases de stockage. Vim va connaître un secret qui sait faire des choses assez avancées dans les bases de stockage. Si Vim sauvegarde une infrastructure Active Directory, il y aura très certainement à un moment donné un compte avec des droits administrateurs du domaine. J'en ai parlé dans le chat de la conversation aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui pour diminuer l'espace de temps du risque, c'est d'avoir un job de sauvegarde pour les décès qui est bien spécifique, qui est lancé à une heure que vous maîtrisez, qui ne drifte pas du fait d'autres jobs, et vous avez un compte d'admin du domaine qui s'auto-active depuis un contrôleur de domaine avec une tâche planifiée uniquement pour la durée du job. Alors, durée du job, si vous avez de multi-sites et du backup distribué sur plusieurs sites, prenez en compte votre temps de réplication des FSR pour que l'activation de ce compte soit déployée sur vos différents domaines. Mais comme ça, vous restreignez une zone de risque, c'est-à-dire la présence d'un compte administrateur du domaine dans le système de sauvegarde à la stricte durée nécessaire pour l'exécution de ce backup. Avoir plusieurs zones, hein, donc réseau, une zone dédiée à l'administration physique du matériel, qu'on appelle bien généralement un réseau out of band, une zone de management, considérer que le serveur Vim a la même criticité que vos infrastructures de virtualisation, vos vCenter, et ce genre de choses, appliquer le hardening proposé par les différentes entités spécialistes en la matière et notamment les entités nationales, restreindre au maximum le nombre de personnes pouvant interagir avec les systèmes. Donc quand on est dans une entreprise avec plusieurs niveaux de support et puis de prise en charge de demandes, peut-être revoir quand même sur la prise en charge des demandes de restauration de données. Ça se fait pas au niveau 1, hein, ça se fait pas au N1, ça se fait pas par des techniciens d'exploitation qui n'auront pas le même niveau et de compétences et d'auto-analyse du risque que des personnes dédiées à la protection de la donnée ou des ingénieurs d'infrastructure. Déporter, si possible, la console Vim sur un serveur à proximité du serveur de backup Vim, qui lui aussi aura son propre jeu d'authentification et ses propres secrets. Envoyer les sauvegardes du serveur Vim vers un repo immutable. On en a parlé tout
tout à l'heure, et puis il y a eu des compléments dans le chat. Il y a des dispositions à prendre en fonction de la manière dont vous le faites pour vous assurer que ces sauvegardes, elles aussi, sont immutables. Et puis pour la partie accès à distance, soit on fait pas du tout d'accès à distance et on a des accès par d'autres moyens ou de l'out of band, soit on met en place un bastion et on restreint le bastion en hôte ayant le droit d'accéder. Si vous utilisez du domaine Active Directory, puisqu'il y a tout est possible, hein. Après c'est une question d'analyse du risque et puis des moyens mis en œuvre. Surtout aujourd'hui, appliquer les recommandations de hardening Microsoft sur le domaine Active Directory, c'est-à-dire désactiver tout ce qui est NTLM. C'est-à-dire avoir un domaine qui est nativement full Kerberos. Ça sera le minimum à réaliser sur ce genre de choses et se prémunir de tout ce qui est replay et puis passe de hash sur du mouvement latéral. Voilà, toujours mon conseil, hein, approche pragmatique, on fait des choses simples et qu'on maîtrise. Plus vous ferez des choses, essayez de faire des choses compliquées sans les maîtriser, plus vous exposez à du risque. Et puis faites des choses qui sont maintenables dans le temps par rapport à la taille de vos équipes. Ça c'est important, parce que la complexité amène un autre risque, hein, qui sont les erreurs et les incidents d'exploitation. Là on a parlé aujourd'hui de protection contre les ransomware. On a aussi la capacité d'observer des pertes totales de données, non pas par ransomware, mais par mauvais usage, mauvaise compréhension, destruction de la donnée par des erreurs d'exploitation. Et là, il n'y a pas de secret, c'est faire des choses que l'on maîtrise et faire des choses qui sont d'une complexité vraiment en relation avec vos capacités. Eh bien, écoute, je te remercie, Eric. Je remercie l'ensemble de nos intervenants du jour parce que l'échange a été extrêmement informatif. C'est à l'image de l'engagement que nos intervenants ont pour cette communauté. Je vous invite, je vous encourage, je vous sollicite à partager l'accès à ce Vim User Group. Plus on sera nombreux, plus on pourra continuer de partager. Vous avez vu hein, que là, nos intervenants s'inscrivent clairement dans cette notion de partage. Ils consultent régulièrement les questions qui peuvent être posées sur cette interface. Et puis j'avoue que j'aimerais qu'on dépasse très rapidement le nombre de membres qu'il y a en Allemagne, et puis ensuite qu'on aille chercher les Américains pour qu'on soit bientôt sur le toit du monde, parce que si on est capable de le faire au foot, il n'y a pas de raison qu'on soit pas capable de le faire dans le Vim User Guide, Vim User Group France. Un grand merci encore une fois à tous nos intervenants qui d'ailleurs en ont profité pour répondre à toutes vos questions dans le chat. C'était très clair, très complet. C'était plein d'exemples concrets. Donc merci encore une fois. Merci à tous les participants. Continuez de partager et de faire vivre ce Vim User Group, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres sessions. Un grand merci à tous. Merci à tous. Merci, passez de bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année. Et bonne fête et bonne journée.